Aujourd'hui, la séance va être consacrée essentiellement au mouvement brownien branchant et aux marches aléatoires branchantes. Le mouvement brownien branchant. Et les marches aléatoires branchantes. Alors, il y a deux termes là-dedans. Il y a mouvement brownien, donc je vais rappeler très brièvement ce dont il s'agit, et puis un processus de branchement. Là aussi, je vais dire rapidement ce dont il s'agit. Alors, vous savez tous que le mouvement brownien, la théorie du mouvement brownien a été faite en 1905 par Einstein, et ça a expliqué un phénomène qui avait été observé dès le XVIIIe siècle, peut-être même vers la fin du XVIIIe siècle, et en particulier au XIXe siècle par Robert Brown. C'est pour ça qu'on parle de mouvement brownien. Et il s'agit simplement d'une particule légère, alors par exemple une particule de pollen dans un liquide, et même si on attend très longtemps et que le liquide est à l'équilibre, cette particule se met à se déplacer, fait des mouvements qui ont l'air assez erratiques, et donc c'était assez surprenant. Et il y a toute une longue histoire où les gens ont essayé de se demander si c'est parce que c'était un grain de pollen qui est vivant, et donc cette agitation était due au fait que c'était un objet vivant. Mais en fait, la théorie d'Einstein a consisté simplement à penser en termes de physique microscopique, c'est-à-dire de l'existence d'atomes. Et l'idée est la suivante, c'est que ce grain de pollen, en permanence, reçoit des collisions dues aux atomes du liquide dans lequel il est plongé. Et si on réfléchit à une seule collision, par exemple, eh bien, le grain de pollen, après une collision, va acquérir une certaine vitesse V0, due simplement à l'échange d'impulsions avec l'atome en question. Et comme ce grain de pollen est plongé dans un liquide, eh bien, son évolution ultérieure va être donnée par le principe de la dynamique, c'est-à-dire l'accélération est égale à moins une force fois la vitesse, parce qu'il est dans un liquide, il y a un frottement qui est proportionnel à sa vitesse. Et donc, si vous intégrez ce genre d'équation, vous trouvez une vitesse qui va décroître exponentiellement, et vous trouvez que, au bout du compte, la particule se sera déplacée, donc elle acquiert une vitesse, elle est freinée par le liquide, et elle se déplace d'une quantité qui est, si je ne me suis pas trompé dans ce calcul qui est très élémentaire, m V0 fois m sur gamma. Gamma, c'est le coefficient de frottement, et la masse. Donc, essentiellement, chaque choc a comme effet ultime de déplacer un petit peu la particule, parce qu'elle est freinée dans ce milieu liquide. Et donc, comme il y a énormément de chocs dus à tous les chocs avec toutes les particules du fluide, eh bien, au bout du compte, on a un déplacement qui est égal aux sommes de tous des déplacements dus à toutes ces collisions. Donc il y a un très grand nombre de collisions, comme le nombre d'Avogadro, et donc on a affaire à une somme de variables aléatoires. Essentiellement, l'article d'Einstein, c'est d'analyser ce qui se passe pour une somme de variables aléatoires, et puis il a exprimé pour une boule le coefficient de frottement ici, qui dépend de la forme de la boule, et donc c'est ça qui est au cœur de cet article de 1905 d'Einstein. Alors en fait, ça aboutit à la théorie du mouvement brownien, qui est quelque chose qui est utilisé énormément de nos jours, qui est une partie des probabilités, mais qui est énormément utilisé en physique. Et en fait, pour les probabilistes, le point de départ du mouvement brownien, c'est un article de Louis Bachelier qui date de 1901, qui n'a rien à voir avec la physique et qui s'intéressait à des questions de spéculation en bourse, et donc qui arrivait à une théorie qui recouvre tout à fait celle que les physiciens aussi ont élaborée. Alors, le mouvement brownien, c'est une limite du cas où ces déplacements sont très petits, et donc si on veut arriver à cette limite, on arrive à dire que l'évolution de la position, par exemple si on est à une dimension, est donnée par état de t
où état de t est un bruit blanc gaussien. Bruit blanc gaussien. Ce qui veut dire, c'est un nombre gaussien, et puis état moyen est égal à 0, et état de t' égale... Alors, c'est une question de normalisation, mais c'est pratique de mettre 2 delta de t moins t'. Et donc, l'évolution de cette position, c'est le mouvement brownien, et il est facile, quand on a une équation stochastique de ce type, d'aboutir à une équation d'évolution pour la probabilité de x, qui est simplement l'équation de diffusion, qui est d2p sur dx2. Et le fait d'avoir mis une normalisation 2 ici, en fait, amène à une normalisation 1 là. Bon, donc ça c'est des choses tout à fait classiques. Et si on se représente ce mouvement brownien au cours du temps, eh bien, on part, alors, je vais peut-être le faire plus bas, on part à l'instant initial à t égale 0 avec une particule, et cette particule va se déplacer comme ça. Ça va être une trajectoire erratique, dont toutes les propriétés ont été étudiées en grand détail dans toutes sortes de cours de probabilité. Elle a cette caractéristique un peu étonnante que c'est une fonction qui est continue, donc la position, donc ça c'est à l'instant t égale 0, la position à l'instant t est une fonction continue mais dérivable nulle part. Donc tout ça c'est des choses bien connues. Et de la même façon qu'on a ce mouvement brownien, on peut parler de marche aléatoire. En fait, le mouvement brownien, c'est une limite des marches aléatoires. Donc une marche aléatoire, ça pourrait, au lieu de travailler avec un temps continu, on peut travailler avec un temps discret, ou on peut faire, au lieu d'avoir un bruit ici qui est un bruit blanc gaussien, on peut prendre des bruits différents, on peut imaginer que les particules sautent, et donc une marche aléatoire va être quelque chose comme ça, au cours du temps, si on prend des temps discrets. Et quand on regarde à grande échelle, eh bien, on va observer quelque chose qui est très semblable au mouvement brownien. Donc, pour définir une marche aléatoire, ici c'est le temps, ici c'est la position, et typiquement, on va dire que la position à l'instant t plus delta t, c'est de la forme la position xt plus une variable aléatoire zt, dont la distribution est donnée. Et si on se place dans la situation où zt est gaussien avec z carré égale 2 delta t, donc si on prend ce cas particulier et que l'on fait delta t tend vers 0, on retrouve le mouvement brownien. Donc ça, c'est les marches aléatoires, le mouvement brownien. Bon, donc tout ça, c'est des choses bien connues. Et maintenant, j'en arrive à ce que c'est que le mouvement brownien branchant ou la marche aléatoire branchante. Alors, le mouvement brownien branchant, eh bien, c'est en plus d'avoir ce déplacement aléatoire, eh bien, de temps en temps, la trajectoire va brancher. Donc, vous avez ici la position, le temps. Votre particule part de l'origine, elle effectue un mouvement brownien, et puis, de temps en temps, elle va se dédoubler. Et une fois qu'elle se dédouble, chaque branche va elle-même pouvoir se dédoubler, les trajectoires vont pouvoir se croiser éventuellement, et donc voilà ce que c'est qu'un mouvement brownien branchant. Donc il va être caractérisé par le fait que l'évolution, c'est un mouvement brownien ou une marche aléatoire. Une marche aléatoire branchante, c'est exactement la même chose. Ça va être des pas discrets au lieu d'être des pas continus. Et puis, de temps en temps, cette trajectoire branche. Donc, si vous voulez écrire des équations pour ça, ben vous dites par exemple, si à l'instant t, j'ai une particule qui est en position xt, à l'instant t plus dt, elle va être à la position xt plus un certain delta, où delta est gaussien avec delta moyen égale 0 et delta carré égale 2 dt, ou delta t, je ne sais pas, à l'instant t 2 dt, si vous voulez. Donc ça, c'est juste le mouvement brownien. Mais elle fait ça avec une probabilité 1 moins dt. Donc elle bouge
avec cette probabilité A moins dt, et puis elle se dédouble, donc elle donne lieu à deux particules qui sont à la même position au moment où elles sont créées, et puis qui chacune va vivre son histoire. Donc ça, c'est le mouvement brownien branchant, et bon, ce n'est pas la peine que je le répète. Si c'était une marche aléatoire branchante, ben, ça serait la même histoire. Au lieu d'avoir une trajectoire brownienne, vous auriez une marche aléatoire, et de temps en temps, cette marche se dédouble, et ainsi de suite. Et bien sûr, comme chaque branche se dédouble indépendamment des autres, donc les trajectoires après ne se voient plus, eh bien, le nombre de branchements va augmenter très vite avec le temps. Alors, dans quel contexte on peut s'intéresser à cette marche aléatoire branchante? Eh bien, bon, on peut s'intéresser dans le cadre, par exemple, d'une propagation d'une maladie. Donc, voilà, il y a un individu qui est infecté, puis à un certain moment, il va se déplacer de manière plus ou moins erratique, et puis il va contaminer un autre individu. Puis après, il va y avoir deux porteurs de cette infection, et ainsi de suite, et ça risque de grandir. Vous pouvez imaginer la façon dont une espèce, par exemple végétale ou animale, se propage dans la nature. Donc, voilà, vous avez un individu, par exemple un arbre va émettre des graines qui vont s'étaler autour de lui, et puis ces graines vont elles-mêmes donner naissance à des arbres qui vont petit à petit envahir un milieu. Donc, le X représente dans ces cas-là une variable spatiale, mais vous pouvez aussi imaginer que X représente une coordonnée dans un autre espace, par exemple un espace des génomes. Vous pouvez imaginer que le X va donner, et c'est ce dont on parlera un peu par la suite la prochaine fois, c'est que si on s'intéresse à des problèmes d'évolution, bah, X va donner par exemple l'adaptabilité d'un individu, donc un nombre qui caractérise ceux qui sont plutôt vers la droite, c'est ceux qui sont les mieux adaptés, ceux qui sont vers la gauche le sont moins, et comment une population s'étale dans un espace de génome. Donc ça, c'est un peu le contexte. Maintenant, quelles sont les questions qu'on peut se poser à propos de ce problème? Bon, bah, les questions, c'est d'abord, enfin, la plus simple, auquel on va répondre rapidement, c'est quel est le nombre d'individus? Quelle est la région, quelle est la taille de la région de l'espace qui est occupée? Alors, une question sur laquelle on va pas mal revenir, c'est quel est le bord de ce mouvement brownien branchement? C'est-à-dire où se trouve le premier, comment le premier a distancé le deuxième. Donc qu'est-ce qui se passe au bord du mouvement brownien branchant? Alors en anglais, c'est Branching Brownian Motion. Donc je vais utiliser BBM, c'est ce que tout le monde utilise. Bon, maintenant, vous pouvez aussi vous poser des questions sur la généalogie. C'est-à-dire, si vous prenez des individus au temps t, donc il va y avoir beaucoup d'individus, et vous en prenez deux, et puis vous pouvez vous demander jusqu'où il faut remonter pour trouver leur ancêtre commun. Donc, par exemple, si je prends ces deux-là, bon, il faut remonter une certaine distance. Donc, si je prends deux individus au hasard dans la population, jusqu'où il faut aller pour trouver leur ancêtre commun? Et est-ce que ça dépend de l'endroit où je me trouve dans la population? C'est-à-dire, par exemple, si je suis parmi les premiers, est-ce que c'est la même loi qui va me donner la généalogie pour des individus qui sont tout à fait en tête, là, que celle, si je le prends dans le peloton, très loin derrière? Donc, c'est le moment où les histoires se sont séparées. Alors, la première question, quel est le nombre d'individus? Ben, je vais aller relativement vite avec ça, parce qu'il n'y a pas l'aspect spatial, qui est la chose la plus intéressante
dans ces problèmes de mouvement brownien branchant. Donc, on va regarder ce qui se passe quand on a un processus de branchement très simple, comme celui dont on parle ici. Donc, je ne me soucie pas du tout de la question d'espace. Donc, processus de branchement. Alors, le cas le plus simple, c'est celui que j'ai décrit à l'instant, c'est-à-dire vous avez une particule ou un individu, et de temps en temps, cet individu se dédouble. Ce qui veut dire que, bon, et donc on va considérer que ça se produit avec un taux que pendant le temps dt, la probabilité que ceci se produise est proportionnelle à dt. Et donc, si vous avez n individus, eh bien, ça va passer à n plus 1 avec une probabilité qui est n dt, puisque chacun va avoir une tendance à se dédoubler. Le dt est supposé tout petit, donc si j'ajoute tous les événements où chacun peut se dédoubler, ça donne ceci. Donc, une fois que j'ai dit ça, je peux écrire ce qu'on appelle une équation maîtresse pour la probabilité d'observer n particules. Et c'est va être n-1 p de n-1 moins n p de n. Parce que si n augmente, la probabilité de n diminue. Et pour que la probabilité de n augmente, il faut que j'ai eu n-1, qu'il y ait eu un événement de dédoublement alors que j'avais n-1 particule. Donc ça, c'est facile, c'est l'équation maîtresse. Elle se résout facilement. On peut en déduire que le nombre de particules augmente exponentiellement. Si au départ, à l'instant 0, j'en avais qu'une. Et on peut tout calculer de manière très facile. Donc je vous écris le résultat, et si vous avez envie, vous pouvez le remplacer pour vérifier. N-1, c'est une solution explicite. Et donc ce qui se passe, c'est que le nombre moyen de particules augmente exponentiellement, et asymptotiquement, pour n grand, eh bien, P de n prend une forme 1 sur n moyen. Donc si t est grand, 1 sur n moyen, une fonction qui ici est explicite, et puissance moins n sur n moyen. J'ai fait ce calcul plusieurs fois la semaine dernière, et en fait, je m'étais trompé dans l'asymptotique, mais heureusement que j'ai discuté avec Eric, qui m'a corrigé, comme il le fait souvent d'ailleurs. Bon. Alors, ça, c'est le processus de branchement peut-être le plus simple, et celui qui est souvent considéré, qui est une généralisation, c'est ce qu'on appelle le processus de Galton-Watson. Donc j'en dis quelques mots parce que historiquement c'est intéressant, et puis il est beaucoup utilisé et étudié par les physiciens, mais surtout par les mathématiciens. Donc c'est le processus de Galton-Watson. Alors en fait, quand on regarde sur Wikipédia, par exemple, on dit il y a aussi Bien-Aimé, qui est un mathématicien français qui est aussi associé à ce problème. Mais en fait, c'est un problème qui a une origine qui date de l'époque victorienne en Angleterre. Et la question que se posaient les gens, enfin la question à l'origine de ce problème, c'est pourquoi le nom des aristocrates britanniques ou anglais disparaissent au cours du temps. Donc, ils regardaient les familles et voyaient qu'il y avait un certain nombre de noms qui avaient disparu et se posaient la question à quoi c'était dû. Et donc, ça aboutit à un processus de branchement qui est le suivant, qui est de se dire, voilà, un individu à une certaine génération G, il va avoir 0, 1, peut-être K. Alors à l'époque, c'était des fils, puisque c'était transformé. Le nom, le patronyme était transmis au fils. Et donc, se pose la question, supposons qu'à chaque génération, un individu
va donner naissance à 0 individu avec une probabilité, 0 fils avec probabilité Q0, 1 fils avec probabilité Q1 et K fils avec probabilité QK. Et on se donne ces nombres Q0, Q1, QK. Donc ça, c'est le processus de Kelton-Watson. Alors bon, on peut s'y intéresser en parlant de fils, mais en fait, on peut s'y intéresser de manière moderne en se posant la question, la façon dont un chromosome, par exemple le chromosome Y, est transmis ou d'autres propriétés biologiques sont transmises. Et il va y avoir une certaine probabilité chaque fois qu'une cellule ou qu'un gène donne naissance à 0 gène, à 1, à 2, etc., dans les générations suivantes. Alors, donc ça, c'est très facile de voir que si NT... Donc ça, c'est le processus élémentaire. Et maintenant, vous posez la question, on part à la génération 0 avec un individu, et puis à la génération suivante, il va y avoir N1 individus, etc. Et puis, il va y avoir NT individus à la génération T. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut dire sur la distribution de ce nombre NT. Alors c'est un calcul très élémentaire de calculer le nombre moyen d'individus à l'instant T. C'est que NT plus 1. Alors, peut-être pour le dire, comment on peut raisonner pour penser en termes de NT plus 1 ? Bien sûr, le nombre de descendants va être une variable aléatoire. Ça va dépendre, si je refais mon expérience, le nombre de descendants à chaque génération va dépendre, donc c'est un nombre aléatoire. Alors, comment je peux essayer d'écrire l'évolution de ces nombres aléatoires ? Et une façon de se dire, c'est je regarde ce qui se passe à l'instant, quand je passe de l'instant t à l'instant t plus 1. Et donc, à l'instant t, j'avais un certain nombre de descendants, les descendants 1 jusqu'à le descendant nt, et chaque individu à l'instant t va lui-même avoir une certaine descendance. Donc, je vais écrire que ceci, c'est somme de i égale 1 à nt. Je regarde chacun des descendants à la génération t, et puis chacun va avoir une descendance yi ou yi. Chaque yi eh bien, vaut 0 avec probabilité q0, 1 avec probabilité q1 et k avec probabilité qk. Et donc, ces variables sont des variables aléatoires, mais je peux moyenner, et je trouve facilement que nt plus 1, c'est égal à, si je moyenne les y, ça va donner somme des k, qk, somme sur k, et puis quand je vais moyenner le nombre, ça va me donner nt. Et donc voilà la façon dont ça évolue. Et donc on trouve à nouveau une dépendance exponentielle pour le nombre moyen que nt, ça vaut e puissance k fois t, où k c'est la moyenne du nombre de descendants, donc c'est k, qk fois k. Donc ça, c'est la chose la plus facile à faire, de trouver le nombre moyen d'individus. Et on voit que... attendez, non, je dis une bêtise ici. Excusez-moi, parce que je passe d'une théorie continue à une théorie en temps continu à une théorie en temps discret. Pardon, c'est k puissance t. Et donc, on voit qu'il faut distinguer, puisque si je moyenne ça, enfin bon, ça c'est juste une itération, donc c'est k puissance t. Et donc, on voit que on doit distinguer, enfin, tout ça c'est des choses intuitivement très évidentes, on doit distinguer la situation où k est plus petit que 1, donc ça veut dire que le nombre moyen d'enfants ou de fils est plus petit que 1, auquel cas nt va tendre vers 0, bon, la descendance va s'éteindre, et puis le nombre va disparaître. K plus grand que 1, eh bien, nt tend vers l'infini, donc croît exponentiellement, augmente exponentiellement. Là, nt tend vers 0.
Mais bon, ce n'est pas la seule question. S'il y avait juste ça, finalement, ces processus de Galton-Watson ne seraient pas si intéressants que ça. Mais en fait, on peut se poser la question de trouver la distribution du nombre de particules au bout d'un temps, ou du nombre de descendants au bout d'un temps t. Et ça, c'est relativement facile d'écrire des équations. Et je vais écrire une équation qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu l'an dernier en termes de renormalisation. Donc, si je m'intéresse à lambda nt, donc ça c'est une espèce de fonction génératrice du nombre de descendants, et que je réutilise ceci, donc je vais dire lambda puissance nt plus 1, c'est lambda, c'est produit sur i de lambda yi, le tout à de i égale 1 à nt. Donc, j'ai juste pris cette relation, le nombre d'individus à l'instant t plus 1, et je somme sur tous ceux qui étaient à l'instant t, et là, c'est chacun combien d'individus il a eu, de descendants il a eu. Donc, ça, c'est une identité parfaite. Et maintenant, si je moyenne, alors si je moyenne sur les yi, eh bien, je vais trouver produit de i égale 1 à nt. Si je moyenne juste sur les yi, ça va donner somme sur k de lambda k qk. Donc là, pour l'instant, normalement, il faut que je moyenne tout ça sur nt et sur les y. Donc pour l'instant, je n'ai moyenné que sur les y, ça me donne ça. Et maintenant, si je moyenne sur nt, je vois que ça me donne somme, ça va me donner somme de k, de lambda k qk, puissance nt et moyennée. Et donc, si je m'intéresse à la fonction génératrice du nombre de descendants, en fait, c'est de la forme lambda prime puissance nt, lambda prime puissance nt, où lambda prime est égal à somme sur, où lambda prime, c'est somme sur k de qk puissance lambda k. Donc, essentiellement, si je veux la fonction génératrice du nombre de descendants à l'instant t plus 1, bon, ben, c'est la fonction génératrice du nombre de descendants à l'instant t, sauf que ce n'est pas le paramètre, ce n'est pas lambda, c'est lambda prime égale ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est comme une renormalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on prenait un système à un certain instant, par exemple, et on le regarde un instant ultérieur, et on fait simplement un changement des paramètres pour que les deux se ressemblent. Et là, c'est vraiment le cas. C'est un cas très simple où ça se produit. Et donc, on va essayer de dessiner ce que représente lambda prime en fonction de lambda. Et là, il va falloir, on va avoir deux cas possibles. Le cas où k moyen est plus petit que 1, et le cas où k moyen est plus grand que 1. Alors, je vais dessiner lambda prime en fonction de lambda. Bon, ici, ça vaut Q0. Quand k est plus petit que 1, on va avoir une courbe... attendez, quand k est plus petit que 1, on va avoir une courbe qui est comme ça, avec le point 1, 1 qui est là. Donc la pente de la fonction au point fixe 1, si je mets 1, ça reste égal à 1, puisque la somme des qk vaut 1. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est une courbe qui a essentiellement la même tête, sauf que 1, maintenant, est le point instable ici. Il y a un point fixe stable qui est là, que j'appelle lambda star. Donc il y a ces deux situations. Alors supposons que je sois dans la première situation, c'est-à-dire que le nombre moyen de descendants est plus petit que 1.
bon, ben, si je prends une valeur de lambda quelconque, eh bien, en itérant, quand je vais itérer, je tombe sur la valeur lambda égale 1. Ça veut dire que si k moyen est plus petit que 1, bon, on trouve que lambda puissance nt tend vers 1. Donc, ce qui veut dire, pas très surprenant, que nt essentiellement vaut 0. Bon, si le nombre de descendants est plus petit que 1, asymptotiquement, on a un nombre d'individus qui est 0. Donc, ce n'est pas très intéressant. Si k est plus grand que 1, eh bien, je pars d'une certaine valeur de lambda et puissance lambda nt, alors je vais peut-être l'écrire mieux. Donc, si je suis dans le cas de droite, eh bien, lambda puissance nt va tendre vers lambda étoile. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que d'abord, ça ne dépend pas du lambda ici. Et donc, ce que ça me dit, c'est simplement que lambda étoile, c'est la probabilité que la descendance soit éteinte. Donc, ce qui va se passer en général, dans ce cas-là, c'est qu'il y a une probabilité plus petite que 1, qui est donnée par lambda étoile, qui est la probabilité que la descendance soit éteinte. Et puis, sinon, si elle n'est pas éteinte, la population va se mettre à grandir, et donc ça va être des nt très grands qui vont être possibles. Donc, asymptotiquement, dans ce cas-là, Galton-Watson, il donne la chose suivante. P de nt, donc c'est le cas où k est plus grand que 1, donc le nombre de descendants est plus grand que 1, ça va être lambda étoile delta de nt, ça veut dire qu'il y a cet état, et puis sinon c'est plus 1 moins lambda étoile, donc ça c'est la probabilité de survie, et si ça survit, eh bien en fait ça va être une fonction de n de nt sur nt moyen. Bon, et puis il y a une normalisation qui est sur nt moyen. Donc voilà le genre de résultat qu'on obtient pour Galton-Watson. Alors je veux juste dire un mot que je ne sais pas si les mathématiciens sont conscients de ça, mais ce qui se passe, c'est que, vous voyez, cette transformation qui donne lambda prime en fonction de lambda, je vous ai dit, ça ressemble à une renormalisation. Et là, on discute le point fixe d'une renormalisation. Et quand il y a un point fixe en renormalisation, il y a souvent des exposants qu'on peut extraire, enfin on avait vu ça l'année dernière, qu'on peut extraire en linéarisant près du point fixe. Et donc, la linéarisation de cette transformation près du point fixe dit des choses sur la forme de cette fonction. En particulier, elle va dire que quand x est petit, f de x est de la forme x puissance bêta, et le bêta, il se calcule à partir de la pente à ce point fixe. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à faire. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de mouvement brownien, de processus de branchement, et maintenant on va vraiment parler de mouvement brownien branchant, et voir comment c'est relié aux questions dont on a parlé dans les séances précédentes. Donc je vais prendre le cas le plus simple de processus de branchement, qui est A donne 2A, mais tout ce que je raconte peut se généraliser à Galton-Watson sans problème, ou à d'autres processus de branchement plus compliqués. Alors, je parle donc du mouvement brownien branchant. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le lien que ça a avec l'équation de Fischer-KPP quand on s'intéresse à la position du maximum.
si on s'intéressait au minimum, ça serait pareil. Donc, on a ce mouvement brownien branchant. Bon, qui se croisent, etc. Et maintenant, je voudrais savoir où se trouve le maximum. Donc, comme c'est un processus stochastique, ce dont il faut parler, c'est de la loi de probabilité, de la distribution de la position du maximum. Et il y a un article qui date de 1975, qui est dû à McKean, qui dit que savoir quelle est la distribution de la position du maximum, c'est donné par la solution de l'équation Fisher-KPP. Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Donc la position du maximum donnée par la solution de FKPP, Fisher-KPP. C'est un résultat classique. Et la façon de le voir, ça consiste à... Donc, on essaye de se poser la question quelle est la probabilité de x max. Et la façon de le voir, c'est de considérer la quantité suivante. Q de x et de t, c'est la probabilité que x max est plus petit que x à l'instant t. Donc, à chaque instant, il va y avoir une particule la plus à droite. Et maintenant, quelle est la probabilité que cette particule la plus à droite soit plus petite que x? Alors, on va voir comment ça évolue. Alors, une façon d'y penser, il y a plusieurs façons de dériver le lien avec cette équation Fisher-KPP, mais une façon d'y penser, c'est de penser que on a un intervalle de temps qui va de 0 à t plus dt, et que je vais isoler ce qui se passe au tout début. Donc je vais dire, pour arriver à l'instant t plus dt, je regarde ce qui s'est passé entre l'instant 0 et l'instant dt, et puis après, ce qui se passe entre dt et t plus dt, c'est quelque chose qui dure qu'un temps t. Donc supposons que je sache ce qui s'est passé jusqu'à un temps t, eh bien, pour aller au temps t plus dt, je rajoute un tout petit peu d'histoire au début. Alors pendant l'instant dt initial, qu'est-ce qui se passe? J'avais une particule, elle a peut-être un peu bougé, elle était en x, elle est arrivée en x plus θ, ou bien elle a branché pendant cet intervalle de temps dt. Donc, si je prends un intervalle de temps dt, il y a ça qui s'est produit, ou bien peut-être qu'elle s'est, pendant cet intervalle de temps dt, elle a branché en deux particules. C'est essentiellement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que Q de x et de t plus dt? Bon, soit il y a eu un branchement, supposons qu'il n'y ait pas eu de branchement. Donc, la probabilité qu'il n'y ait pas eu de branchement, c'est 1 moins dt. Et puis, ça a bougé un peu, Q de x plus eta, ou x moins eta, et de t. Donc, parce que au bout de temps de dt, ici, je me retrouve avec une seule particule, et donc, la seule chose, c'est qu'elle est partie décalée. Elle n'est pas partie de l'origine, elle est partie de... Enfin, supposons initialement, elle serait en 0. Je m'intéresse à la probabilité qu'à l'instant t, ce soit la position x. Donc, au bout d'un... Bon, peut-être... Donc, ce que je dis, c'est que la particule qui était à l'origine, elle se retrouve un petit peu décalée parce qu'elle a bougé. Donc, maintenant, je vais prendre une marche qui part de ce point état. Donc, le Q de x, il faut le décaler, puisque le point de départ était au point état. Donc, ça me donne ça. Et maintenant, s'il y a eu un branchement, eh bien, je vais avoir Q carré de x. Alors, bon, je vais l'écrire comme ça, mais ça n'aura pas d'importance. De x moins état 1, pardon, Q de x moins état 1, Q de x moins état 2 de t. Si état 1 et état 2, c'est les positions des deux enfants. Mais maintenant, fois dt. Donc, mais maintenant, comme dt est tout petit, la contribution, le fait de mettre état 1 ou état 1 ou 0 ici, ce n'est pas très important, ça contribuerait à des ordres suivants. Donc, en fait, ça me permet d'ignorer cette dépendance en état 1 et état 2, parce que ces mouvements sont très petits. Par contre, ici, bon, il y a 1 fois Q de x moins état. Donc là, le fait que état n'est pas 0 importe à cause de ce 1.
Donc si je développe, je vais avoir que eta en moyenne vaut 0. Il va falloir que j'aille à l'ordre suivant. Et ce à quoi j'aboutis, quand je moyenne sur eta, je vais aboutir à l'équation d de q sur dt égale d de q sur dx2 plus q moins q2. Donc voilà l'équation d'évolution de cette probabilité que le maximum est à gauche d'un point x, que tout ce qui est à droite du point x n'est pas touché. Et si vous faites le changement de variable u égale 1 moins q, vous trouvez du sur dt égale d2u sur dx2 moins plus u moins u2, qui est l'équation de Fischer-KPP dont il a été question déjà plusieurs fois ici. Donc c'est vraiment, je résous l'équation de Fischer-KPP, ça me donne l'information sur la position du maximum, la distribution du maximum. Alors, une chose que je voudrais souligner, c'est que quand on avait regardé l'origine de Fischer-KPP dans le premier cours, on avait fait d'une certaine manière des approximations de champs moyens. Donc ce n'était pas quelque chose d'exact, on avait fait des approximations. Ici, il n'y a eu aucune approximation. Si je prends le mouvement brownien branchant qui fluctue, eh bien, FKPP va me donner la distribution de la position du maximum. Alors, quand on donne l'équation, il faut dire en plus quelle est la condition initiale. Bon, si j'ai une particule à l'origine, en 0, à t égale 0, eh bien, le Q à l'instant 0, c'est une fonction qui est comme ça, Q de x. Et donc, le U, il va avoir une forme comme ça. Ici, c'est l'origine. Et donc, au cours du temps, ce qui va se passer, c'est que l'équation pour U va donner un front qui va, au cours du temps, va avancer. Donc, au bout d'un temps t, je vais avoir quelque chose comme ça. Et ici, U, c'est 1 moins Q, ou Q, c'est 1 moins U. Eh bien, je vais avoir un front qui avance comme ça. Donc, le changement entre Q et 1 moins U, c'est vraiment le même problème. Et donc, je sais, grâce à Abramson, que l'endroit où la distribution va passer de 1 à 0, c'est 2t moins 3 demi de log t, et puis plus une constante ici qui est difficile à obtenir. Donc voilà, la position de la particule la plus à droite va augmenter linéairement en temps, et puis il y a la correction de Abramson derrière, et puis il y a d'autres termes éventuellement que je ne vais pas discuter ici. Bon, donc si je redis un peu la même chose, quand on avait discuté l'équation de FKPP, on avait vu que U de x et de t, quand on part avec une condition qui décroît suffisamment vite, U de x et de t, asymptotiquement, va être de la forme f, je mets un indice 2, x moins 2t plus, je mets x moins xt, disons, avec xt égale 2t moins 3 demi de log t plus une constante a, où la fonction f2, c'est l'onde progressive qui avance à cette vitesse 2, c'est-à-dire c'est la solution de moins 2 f'2 égale f seconde 2 plus f2 moins f2 au carré. J'ai mis un indice 2 pour rappeler que c'est l'onde qui avance à cette vitesse 2. Et donc on avait vu une analogie mécanique pour ceci. Ce qui veut dire que Q de x et de t, eh bien, ça va être 1 moins f2 de x moins xt. Et donc Q, c'est la probabilité que Q
de x et de t, on a vu que c'était la probabilité que x inférieur à x max, que x max est inférieur à x. Et donc, quand je vais dériver q de x, ça va me donner la probabilité, la densité de x max. Et donc, l'onde progressive me donne la forme de la distribution. Si je dérive l'onde progressive a une forme de ce genre. Si je le dérive, comme il y a le signe moins, je vais trouver la distribution de P de x max. Donc ça, c'est un résultat classique, connu depuis longtemps, c'est que comprendre la solution de l'équation Fischer-KPP, c'est pareil que de savoir de connaître la distribution du maximum du problème du mouvement brownien branchant. Alors maintenant, ce dont je vais essayer de parler, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de cette particule, la première, parce qu'il va y avoir une deuxième, une troisième, etc. Donc je vais essayer d'analyser ce qui se passe quand on est proche de ce point le plus à droite. Alors, pour cela, Q de x et de t, c'était la probabilité que x max est plus petit que x. Maintenant, je vais me poser la question de regarder une autre quantité, je veux dire lambda n de x et de t, alors moyenné, où n de x et de t, c'est le nombre de particules à droite de x. Donc j'ai mon mouvement brownien, mais au lieu de m'intéresser juste au premier, je m'intéresse à combien il y en a à droite de x. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de branchement, si vous reprenez le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure en disant je regarde ce qui va de l'instant 0 à l'instant t plus dt, en regardant d'abord ce qui se passe pendant le premier instant dt et puis ce qui va se passer après. Alors pendant le premier instant dt, eh bien, le point de départ, le point x, il a peut-être un petit peu bougé. Donc il y a n de x et de t plus dt. Ça va être égal à n de x plus eta, le petit déplacement pendant le premier intervalle de temps. Et ça, c'est à condition que ça n'est pas branché. Donc c'est avec une probabilité 1 moins dt. Et puis, si ça a branché, eh bien, je vais me retrouver avec deux arbres qui sont statistiquement identiques, qui sont différents, mais qui représentent deux réalisations identiques. Donc, je vais avoir n x, la première copie de l'arbre, plus n de x et de t. Donc, le nombre total de points à droite de x, ça va être le nombre total provenant de la première branche plus le nombre total provenant de la deuxième branche. Alors vous mettez ça en œuvre, donc ça se produit avec probabilité dt, et vous tombez sur le fait que l'objet qui est là, cette fonction génératrice, eh bien, elle vérifie exactement la même équation que là-bas. Donc, elle vérifie que d psi de lambda sur dt égale d de psi de lambda sur dx2 plus psi de lambda moins psi de lambda carré. Donc ça évolue exactement pareil. Que je m'intéresse au nombre, à une fonction génératrice du nombre, ou que je m'intéresse à la probabilité qu'il n'y ait aucune particule à droite. C'est la même équation. Comme c'est la même équation, je vais pouvoir faire U égale 1 moins psi, et puis je retombe sur KPP. Donc KPP me résout tous ces problèmes à la fois. Alors, juste un commentaire. Si je prends ceci et que je mets lambda égale 0, c'est-à-dire si je place lambda égale 0, ça va me donner exactement ce que j'appelais Q de x et de t.
puisque toutes les situations où n vaut 1, 2 ou plus va donner 0. Donc il ne me reste plus que la probabilité, si je prends la limite lambda tend vers 0, disons, il ne reste plus que la situation où le nombre de particules est nul, c'est-à-dire où il n'y a pas de particules à droite de x. Donc si je résume bien, la situation où je me trouve, eh bien, si je prends donc ce mouvement brownien branchant et que je dis que Q de x et de t, c'est la probabilité que x max, donc le point le plus à droite, est plus petit que x, si j'appelle psi lambda de x et de t, c'est e puissance lambda n de x et de t, donc la fonction génératrice du nombre de particules à droite de x, n de x et de t, c'est le nombre de particules à droite de x. Eh bien, toutes ces choses évoluent selon les mêmes équations qui sont là. Donc, je réécris celle pour Q, celle pour psi, je vais la laisser. dq sur dt égale d2q sur dx2 plus q moins q2. Et si je fais le changement variable q égale 1 moins u, ou psi égale 1 moins u, eh bien, je tombe sur l'équation Fischer-KPP. Donc, je vais appliquer ce que je sais, tout ce qu'on sait sur l'équation Fischer-KPP. Alors, évidemment, psi de lambda et q, ce n'est pas la même quantité. C'est deux quantités différentes. Donc, elles évoluent selon la même équation, mais ce qui les distingue, c'est qu'elles ont des conditions initiales différentes. Donc, q, c'est encore au tableau. Je vais avoir q à l'instant initial à cette force. Si je suis à x positif, si je pars avec une particule à l'origine, ben, si je suis à x positif, q vaut 1, il n'y a personne à droite d'un point x positif, et si je suis à gauche, ça vaut 0, donc ça c'est q à l'instant 0, à t égale 0. Si je m'intéresse à psi, si je m'intéresse à psi, eh bien, la situation, c'est ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Moi, c'est ce qui est écrit dans mes notes. Alors, donc, à l'instant initial, j'ai 0 particules à droite de x, donc psi vaut 1 à droite de x, donc il se confond avec ça. Et puis à gauche, eh bien, il y a une particule à droite de x. Donc au lieu de valoir peut-être j'aurais dû prendre des lambda négatifs, mais bon, c'est e puissance lambda. Donc imaginez que lambda est négatif, je pars avec. Donc c'est peut-être mieux de penser en termes de lambda négatif dans cette histoire. Donc, la seule différence, c'est que je pars avec une condition initiale qui est différente, mais autrement, l'évolution est la même. Si l'évolution est la même, eh bien, je m'attends à ce que asymptotiquement, là, donc, on va retrouver le résultat de Bramson, asymptotiquement Q de x va être 1 moins F2, dont j'ai parlé tout à l'heure, de x moins 2t plus 3 demi de log t plus un certain a qui va dépendre même de la façon dont j'ai défini cette fonction f2, puisque le f2, si j'ai un f2 qui est solution d'onde progressive, un f2 décalé va aussi être solution d'onde progressive, donc vous en choisissez un et ça va vous donner le a qui est là. Et ce a, il est difficile à calculer.
Quand je dis qu'il est difficile, en fait, personne n'a une formule pour ce A. On peut numériquement le déduire, mais personne n'a de formule pour ce A. Alors, maintenant, le psi, la seule chose qui diffère pour le psi, c'est que la condition initiale n'est pas la même. Mais asymptotiquement, ça va être pareil. Si j'attends un certain temps, le Q il va être une onde qui avance comme ça, c'est le 1-U, et le psi, eh bien, il va être une onde qui avance pareil, sauf qu'elle va être un peu décalée, c'est tout. Asymptotiquement, on va retrouver le 3,5 de Bramson, et donc il va y avoir un certain décalage. Donc le psi, au bout d'un temps t, il va être de la forme psi de x et de t égale 1 moins f2, x moins 2t, plus 3,5 de log t, plus un b, un décalage, qui va dépendre de lambda. Et A est difficile à calculer, B est aussi difficile à calculer, on peut le déterminer numériquement, on peut dire quelques trucs dessus, mais on n'a pas une formule pour ça. Bon, c'est dommage parce que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si je connais ce décalage asymptotique, ça va me donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'avant, c'est-à-dire comment sont situées les premières particules à droite du mouvement brownien branchant. Et un résultat que je vais juste ébaucher en fait, rapidement, vous indiquer, c'est la chose suivante. Donc, j'ai ces deux solutions de ces équations FKPP, en fait de la même équation. C'est la seule chose qui fait qu'elles diffèrent par la condition initiale. Et supposons que je détermine ce B de lambda, eh bien, je vais avoir la relation suivante que je vais écrire, c'est que A moins B de lambda, c'est égal à la somme de n égale 1 à l'infini de dn n plus 1 lambda puissance n. Où dn n plus 1, c'est la distance entre la nème et la n plus unième particule. Donc, vous avez vos particules, ces distances vont passer leur vie à fluctuer, mais si je moyenne, donc je regarde le système pendant très longtemps, si je moyenne, je vais voir que la distance entre la nème et la n plus unième particule est reliée à ce A et ce B de cette manière. Donc, je vais essayer juste d'expliquer ça brièvement. Et donc, si j'ai envie de calculer ces distances, il faudrait que je sois capable de déterminer ces constantes, et ces constantes sont difficiles. Mais on va voir que ça permet de dire des choses intéressantes, même sans forcément pouvoir les calculer. Alors, comment on voit ça ? Eh bien, comment on voit ça ? Eh bien, si je prends psi de lambda, donc c'est somme. Oui, en fait, je pense que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, j'utilise des notations un peu différentes. Donc, en fait, psi de lambda, c'est lambda puissance n de x et de t. Bon, et parfois, j'ai dû confondre avec les puissances lambda de n de x et de t. Et donc, si on prend cette définition-là, ce qui se passe, c'est que ici, c'est lambda qui apparaît. Je suis désolé, j'ai fait cette erreur. Bon, donc psi de lambda est donné par ça, c'est la définition. Hein. Bon, si j'avais pris l'autre définition, on passe de l'un à l'autre de manière très facile. Psi lambda est donné par cette formule. Et maintenant, si j'écris ce que ça veut dire, psi de lambda, c'est la somme Qn de x et de t, lambda puissance n, c'est-à-dire Qn de x et de t, c'est la probabilité d'avoir n particules à droite de x. Exactement n particules à droite de x. Donc ça, c'est juste la définition. Et maintenant, c'est relativement facile de se convaincre de la chose suivante,
c'est que dPn, dQn sur dx, c'est égal à Pn plus 1 de x moins Pn de x. Où Pn, c'est la distribution de la énième particule, la distribution de la position de la énième particule. Alors, bon, pour le comprendre, enfin bon, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est la chose suivante. Qn de x, c'est la probabilité d'avoir n particules à droite de x. Alors je me promène là et je change x. Donc j'ai un Qn de x. Et maintenant, je passe de x à x plus dx. Bon, ben, ce Qn, il va changer. Il peut peut-être augmenter, il peut peut-être diminuer. Qu'est-ce qui va le faire augmenter? Ce qui va le faire augmenter, c'est que si je croise entre x et x plus dx la n plus unième particule, Qn va augmenter. Si je croise la nème particule, Qn va diminuer. Et donc, ça conduit à cette formule-là, hein, qui n'a rien à voir avec le mouvement brownien branchant. C'est juste, si j'ai une fonction génératrice de ce genre, alors la probabilité de la position de la n plus unième particule moins celle de la nème particule est donnée par cette formule. Bon. Et en utilisant ça et quelques lignes de calcul, on arrive à montrer, donc je ne vais pas rentrer dans ce calcul qui n'est pas très compliqué, on arrive à montrer que le décalage dont je parlais tout à l'heure des deux solutions, hein, donc le A c'était la position pour le Q ou Q0, et puis le B, c'était pour le psi de lambda, me donne une information sur les distances entre les particules. Alors, une des propriétés qui va émerger de ça, c'est une propriété un petit peu surprenante, qu'on a regardé avec Eric il y a quelques années, c'est une propriété de superposabilité, qui est un peu étonnante, je trouve. Donc imaginez que vous avez un mouvement brownien branchant, comme ça, et puis vous en mettez un autre, vous en mettez un autre, ou deux autres, vous en mettez un autre qui part d'ici, qui est décalé d'une quantité quelconque. Puis maintenant, je regarde l'ensemble des deux, et je regarde ce qui se passe à droite. Donc ce qui va se passer à droite, il va y avoir la plus à droite, la deuxième plus à droite, la troisième plus à droite, la quatrième, et ainsi de suite, correspondant à l'arbre blanc. Et puis il va y avoir la plus à droite, la deuxième plus à droite, la troisième plus à droite de l'arbre rouge. Bon. Donc pour l'arbre blanc, les distances, il va y avoir une certaine valeur D12 pour l'arbre blanc, distance moyenne entre le premier et le deuxième, une distance moyenne entre le deuxième et le troisième pour l'arbre blanc, et ainsi de suite. L'arbre rouge, il est simplement décalé, donc il va y avoir une certaine distance qui va être la même entre les deux premiers du rouge, le deuxième et le troisième du rouge, et ainsi de suite. Maintenant, si j'oublie les couleurs, je regarde l'ensemble formé par les rouges et les blancs, eh bien les distances vont être exactement les mêmes. C'est-à-dire, si je prends comme distance la première de l'ensemble rouge, la première de l'ensemble rouge-blanc, qui peut être les deux premières blanches, ou peut-être la blanche et la rouge, ou peut-être que par fluctuation, l'arbre rouge aura dépassé l'arbre blanc, je ne sais pas, ben, les distances vont être exactement les mêmes. Il n'y aura pas de différence sur toutes les fluctuations qu'on peut voir à l'avant de ce mouvement brownien branchant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la superposabilité. Et alors, pour le voir, ben, c'est assez élémentaire. Si je m'intéresse à
et puissance lambda, le nombre total, donc total, c'est les rouges et les blancs, de particules à droite de x, ben, comme les arbres rouges et les arbres blancs ne sont pas corrélés, ça va être psi de lambda de l'arbre blanc, x moins 2t plus 3,5 de log t moins b de lambda, supposons que l'arbre blanc il soit parti du point y1 et que l'arbre rouge il soit parti du point y2, donc il y aura un décalage dû à la condition initiale, moins y1, fois psi de x moins 2t plus, bon, pareil, moins le même b de lambda, moins y moins b de lambda, moins y2. Voilà. Donc ça, si je sais ce qui se passe pour un seul arbre, quand il y a deux arbres, la fonction génératrice, elle est juste donnée par le produit. Si j'avais 10 arbres, il y aurait le produit de 10 psi qui interviendrait comme ça. Bon. Et maintenant, vous voyez que la seule dépendance dans la position, que ça, finalement, c'est des fonctions de x moins b de lambda. Bon, x décalé de quelque chose, mais moins b de lambda. Ça, c'est une fonction dont la dépendance en lambda, c'est juste ce b de lambda. Et dès que vous avez et puissance lambda n, donc dès que vous avez et puissance lambda n de x et de t, qui est une fonction de x moins b de lambda, peu importe la fonction d'où elle vient, du mouvement brownien branchant ou de tout ce que vous voulez d'autre, eh bien, vous allez avoir cette propriété de superposabilité. Donc ça, c'est une propriété. Bon, une autre petite remarque que je veux faire, c'est la chose suivante. C'est que... oui. Donc une autre remarque que je veux faire, c'est que la connaissance de b de lambda, finalement, de ce décalage, ne conduit uniquement à connaître les distances entre les premières particules, les distances moyennes. Si j'ai besoin de connaître la façon dont la distance entre le premier et le deuxième fluctue, je ne vais pas y avoir accès de cette manière. Mais je peux avoir accès à ce genre d'informations en regardant des fronts qui sont un peu plus compliqués, mais qui vont à nouveau évoluer selon Fischer-KPP, qui sont un psi généralisé, si vous voulez, psi de lambda mu, par exemple A, qui serait et puissance, oui, ce serait lambda puissance n de x et de t, et puis mu puissance n de x plus A et de t. Donc là, j'ai le nombre de particules à droite de x, et là, j'ai le nombre de particules à droite de x moins A, ou plus A. Moi, je ne vois pas comme ça, mais enfin, c'est l'un des deux. Bref. Donc, si vous prenez cette fonction génératrice, eh bien, vous regardez son évolution, et à nouveau, ça va être exactement la même équation d'évolution. La seule chose, c'est qu'il va y avoir une condition initiale qui maintenant va avoir une forme comme ça, avec cette distance ici A, et puis à certains endroits ça vaudra lambda, à d'autres endroits ça vaudra lambda mu, ou l'inverse. Donc il va y avoir une condition initiale un peu plus compliquée, qui va, quand j'attends très longtemps, va conduire à un certain B de lambda, mu et A, et qui va me donner des informations plus détaillées, des corrélations plus détaillées sur ce qui se passe à droite du mouvement brownien branchant. Donc ça, c'est ce que je raconte là, c'est un peu la vision, disons, qu'on a un peu suivie avec Eric, c'est-à-dire une vision de physicien. C'est-à-dire, on se dit, je voudrais calculer D1,2, par exemple, la distance moyenne entre les deux premiers, ou D2,3. Et donc, on n'a pas de formule analytique pour ça, mais en écrivant des programmes sur ordinateur, on peut trouver des valeurs qui sont relativement précises. Et un des résultats qu'on avait obtenus, qui est un des rares résultats analytiques qu'on a obtenus, c'est dn, n plus 1. J'en parle parce que, à mon avis,
ça va montrer un certain lien avec ce qui va suivre, que pour n tend vers l'infini, la distance moyenne entre le nème et le n plus unième décroît en 1 sur n log n. Alors ça, bon, c'est l'approche physicienne. Les mathématiciens, eux, ils sont plus intéressés, ils ont fait de gros progrès, hein, il y a des dizaines d'articles sur ces sujets depuis une dizaine d'années. Ils s'intéressent à savoir est-ce qu'il y a une mesure limite qui va décrire ce qui se passe, qui va décrire ce qui se passe à l'avant. Et donc, ils ont une description mathématique d'une mesure limite. Et essentiellement, cette mesure limite, ce qui a été démontré, si vous voulez, c'est que ce qui se passe à l'avant ici, c'est il y a la trajectoire du premier, et puis la trajectoire du premier, elle est un peu, il y a tous ces cousins, ces frères, cousins qui ont branché récemment et qui se retrouvent proches du premier. Et puis à ça s'ajoute une autre famille qui s'est séparée pratiquement à un moment proche de l'instant initial, qui elle-même vient avec sa famille, et ainsi de suite. Donc ils ont une image de la généalogie de ce qui se passe pour toutes les particules qui sont à droite ici. Et je vais revenir dans un instant à propos de ça. Alors, ce dont je vais parler maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus simple, mais qui va être très relié à ceci, c'est-à-dire la question de maximum de variables aléatoires indépendantes. Donc, quand on a le mouvement brownien branchant, les positions des particules ne sont pas indépendantes, puisqu'il y a des paires de particules qui ont suivi la même trajectoire pendant longtemps et qui se sont séparées. Bon. Alors, on peut se poser la question de, déjà, si je prenais des variables indépendantes, qu'est-ce que je pourrais dire sur la distance entre la première, la deuxième, la troisième, etc. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que finalement, ce n'est pas très important, enfin, pour une classe assez générale de distribution. Quand je dis assez générale, toutes les distributions de variables indépendantes qui vont décroître suffisamment vite, donc par exemple, qui décroissent comme x puissance bêta, avec bêta compris entre 0 et l'infini, par exemple. Donc, toute décroissance exponentielle, gaussienne, tout ce que vous voulez, eh bien, on va aboutir au résultat que la distance entre la n et n plus unième, c'est 1 sur alpha n, disons. Il y a un coefficient alpha qui est le même pour tout le monde, et la dépendance en n, c'est juste 1 sur n. Et ça ne dépend pas de la forme précise de la distribution que vous considérez. Alors, donc, si vous prenez des variables aléatoires, vous allez avoir la x1, la plus grande, la x2, etc. Et ces distances, donc, en moyenne, la distance entre le deuxième et le troisième, c'est la moitié de la distance entre le premier et le deuxième. Et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si, par exemple, quand on regarde les moyennes de classe ou des choses comme ça, on trouve des choses pareilles, mais enfin, c'est ce qui se produit. Alors, comment le voir? D'abord, juste quelques mots pour dire dans quel cadre on peut arriver à ce genre de résultat. Alors, la façon la plus simple, c'est de considérer ce qu'on appelle un processus de Poisson. Donc, processus de Poisson de densité ρ de x. Donc, un processus de Poisson, ça va être des points qui sont sur la droite, là, et répartis de manière plus ou moins
enfin, de manière aléatoire. Et en tant que physicien, ça dit la chose suivante, c'est que si je prends un intervalle x plus dx, très petit, la probabilité qu'il y ait un point, c'est simplement ρ de x dx. Donc vous imaginez que vous avez votre droite, vous la découpez en toutes petites fines lamelles, et dans chaque petit intervalle, soit il y a une particule, soit il n'y en a pas. Dx est infinitésimal, et la probabilité qu'il y ait une particule, c'est donné par ρ de x dx. Bon. Alors maintenant, je prends un processus de Poisson qui a cette densité. Alors, le genre de densité auquel j'ai envie de penser, c'est des densités qui décroissent suffisamment vite, typiquement comme c'est ce dont j'ai parlé, là, qui décroissent en e puissance moins x puissance quelque chose. Et puis, non, enfin, non, attendez, je vais revenir là-dessus. Je prends des densités. Je dirais pourquoi ça peut s'appliquer à ce cas-là, mais pour l'instant, je prends une densité plus ou moins quelconque. Et je prends une densité plus ou moins quelconque, et si je m'intéresse à la probabilité de la première particule, eh bien ça va être donné, c'est un calcul assez élémentaire, je vais juste expliquer, c'est je veux qu'il y ait une particule en x, et je veux qu'il n'y ait personne à droite. C'est-à-dire je prends tous les intervalles au-dessus des y, et je veux qu'il n'y ait personne à droite. Donc chaque intervalle pour y plus grand que x, chaque petit intervalle, je veux que ça soit vide. Et donc, la loi de probabilité de P1 de x, c'est ρ de x et puissance moins intégrale de x à l'infini de ρ de y dy. Alors, pour le même type de raisonnement, vous pouvez calculer la probabilité de la deuxième, de la énième. Si vous voulez la énième, je l'écris, c'est ρ de x intégrale de x à l'infini de ρ de y dy puissance n-1 sur n-1 factoriel et puissance moins intégrale de x à l'infini ρ de y dy. Donc on peut calculer la probabilité de la première, etc., pour n'importe quel processus de Poisson avec une densité ρ. Alors, si vous prenez un cas très particulier qui est que le ρ de x, vous prenez pour la densité ρ de x, vous prenez une distribution exponentielle. Donc si vous prenez ρ de x égale e puissance alpha x, donc un cas très particulier, eh bien, vous allez trouver que vous allez pouvoir calculer toutes ces intégrales explicitement. Donc par exemple, ici, vous allez trouver e puissance moins alpha x moins 1 sur alpha e puissance moins alpha x. Donc si vous prenez la distribution exponentielle, vous tombez sur cette formule. Ça, c'est ce qu'on appelle la distribution de Gumbel pour les maxima. Et c'est connu depuis très longtemps que quand vous prenez le maximum d'une somme de variables aléatoires qui ont, enfin, d'un grand nombre de variables aléatoires dont la distribution décroît pas trop lentement, c'est-à-dire pas comme une loi de puissance, un peu plus vite qu'une loi de puissance, mais décroît, on tombe toujours pour le premier sur la loi de Gumbel. Bon. Bien, donc vous tombez sur la loi de Gumbel, vous pouvez calculer les autres, et ainsi de suite. Quand c'est exponentiel, vous pouvez tout calculer. Alors vous pouvez vous dire, oui, bon, ben, c'est très bien pour l'exponentiel, vous tombez donc sur ces formules dn plus 1 égale 1 sur n fois alpha. Donc ça, c'est un calcul explicite que vous pouvez faire. Pourquoi ça a à voir, cette relation reste vraie quand je prends un grand nombre de variables aléatoires qui décroît en moins x puissance bêta quelconque, que n'importe quelle distribution qui décroît assez vite. Je pourrais mettre un x puissance gamma devant, etc. Je tomberai sur la même chose. Bien, la raison, elle est assez simple. C'est que l'endroit où va se trouver le maximum, supposons que j'ai une distribution de ce genre, si je mets n variables aléatoires, l'endroit où va se trouver le maximum, c'est n. Bon, donc, oublions le x puissance gamma pour ne pas se compliquer trop la vie, mais donc c'est quand ceci est d'ordre 1 que je vais trouver la région autour de laquelle se trouve le maximum.
Et le deuxième, il va être pas loin, le troisième, il va être pas loin, etc. Et ce qui va se passer, c'est que la seule chose qui va compter, donc je vais trouver, ça va me donner une référence, le point x étoile, tel que n est puissance moins x étoile puissance bêta égale 1. Donc ça me donne un repère. Le premier, il va fluctuer autour de cette région, le deuxième aussi, etc. Et ce qui va se passer, c'est que comme tous les points qui sont les plus à droite sont tous autour de cette région, eh bien, essentiellement, je vais pouvoir linéariser autour de ce point-là. Donc je vais remplacer ceci, je veux dire que la distribution, ça va être n et puissance moins x étoile puissance bêta, bon, moins bêta x étoile puissance bêta moins 1 fois x moins x étoile. Donc essentiellement, la raison pour laquelle les distances ne vont pas dépendre du détail de la distribution, c'est qu'essentiellement, vous allez pouvoir remplacer la distribution par ce qui se passe au voisinage de ce point x étoile, et que au voisinage de ce point x étoile, c'est une exponentielle. Et donc ça fait qu'il y a des propriétés universelles qui s'observent. Donc, quand je prends ces variables aléatoires indépendantes, vous allez en général trouver que les distances dn n plus 1, eh ben, elles sont un coefficient, je ne sais pas, c divisé par n. Quand on a beaucoup de variables aléatoires. Et tout à l'heure, je vous ai dit que dans le cas du mouvement brownien branchant ou des marches aléatoires branchantes, eh bien, on trouvait dn n plus 1 égale 1 sur n log n. Donc, manifestement, ce n'est pas des variables qui ne sont pas corrélées. Il y a une certaine corrélation, et ce log n, qui est une des rares choses qu'on peut... Enfin, ça, c'est un comportement asymptotique, si vous voulez. Ce log n, c'est une des rares choses qu'on sait calculer à propos de ces décalages. Peut-être qu'en faisant plus d'efforts, on arriverait à en calculer d'autres. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même chose, et il y a une image qui a émergé, qui a été prouvée mathématiquement, qui est la chose suivante. Si on s'intéresse maintenant aux points les plus à droite du mouvement brownien branchant, c'est la chose suivante. C'est un processus de Poisson avec une loi exponentielle. Donc ça serait un processus de Poisson. Donc il y aurait le premier point. Donc ça serait le point le plus à droite. Donc ça, c'est un processus de Poisson. Le deuxième point le plus à droite de ce processus de Poisson, comme si c'était des variables indépendantes, finalement. Troisième, quatrième, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est un processus de Poisson décoré. Processus de Poisson avec une densité exponentielle décorée. Ce qui veut dire que, en fait, le premier, il est arrivé là, mais il n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec sa famille. Donc, en fait, il y a le premier, mais il arrive avec... il est décoré, il y a quelques points qui arrivent avec lui, et cette décoration, d'ailleurs, peut fluctuer. Et puis le deuxième, il arrive aussi avec une décoration. Bon, alors je les mets là, mais en fait, la décoration du premier peut dépasser le deuxième, et ainsi de suite. Donc le premier, il arrive avec... c'est une espèce de cluster, d'amas de particules qui arrivent ensemble. Alors, la décoration du premier, la décoration du deuxième, du troisième, etc., elles sont identiques statistiquement, mais ne sont pas forcément les mêmes. Alors, on pourrait prendre des exemples simples de décoration. Par exemple, un point arrive avec un autre à une distance fixe. Ça serait une décoration. Je mets un point, et puis il y a un autre qui le suit juste à une distance fixe. Mais on pourrait dire qu'il y en a un autre qui le suit à une distance aléatoire, avec une distribution localisée comme je veux. Bon, donc cette structure de processus de Poisson avec une densité exponentielle et avec des décorations, c'est ce qui se passe dans le cas du mouvement brownien branchant. Il y a beaucoup d'articles mathématiques qui ont eu à voir avec ça dans ces dernières années. Alors, pour terminer ce que je vais dire aujourd'hui, je vais d'abord essayer de récapituler un tout petit peu
certaines propriétés qu'on a vues sur le mouvement brownien branchant. Et puis, je vais vous dire que, en fait, c'est un problème qui ressemble à d'autres problèmes, dont en particulier Zahn va parler dans un moment, qui aura à voir, par exemple, avec le champ libre gaussien. Alors, d'abord, si je résume, ce qui va se passer si je prends le mouvement brownien branchant ou si je prenais des marches plus quelconques, des marches aléatoires branchantes. Alors, il y a une partie des choses qui sont universelles et il y a des choses qui ne sont pas universelles. Alors, ce dont je viens de parler, par exemple, c'est que pour les particules les plus à droite, c'est une distribution de Poisson exponentielle, plus décoration. Ça va être universel. C'est-à-dire, si vous changez de modèle, vous allez avoir toujours une distribution de Poisson avec une décoration. Maintenant, la décoration elle-même, elle ne veut pas être universelle. C'est-à-dire la façon dont les points, la distance, par exemple, la décoration qui va induire, par exemple, la distance entre les premiers, etc. Donc, par exemple, les dn, n plus 1, eh bien, leur valeur, ça va être non universel. Ce qui va être universel, c'est le résultat de Bramson, c'est que ça vaut la vitesse minimum fois t moins 3,5 de gamma min log t, plus une constante. Donc ce 3,5 qui est là, de Bramson, il va être universel. Par contre, les valeurs de la vitesse ne vont pas être universelles. Mais le fait que V min, c'est égal à minimum sur gamma de V de gamma, le fait qu'il faut choisir le minimum, ça oui, ça va être universel. Mais la valeur de V min et de gamma min ne va pas être universelle, et la formule qui donne V de gamma ne va pas être universelle. Alors, il y a d'autres propriétés. La forme de l'onde F2, la forme de l'onde, pour KPP, c'est une forme d'onde. Si je change de modèle, le F2 ne va pas être universel. Alors, il y a d'autres propriétés qui, à mon avis, enfin, pas qu'à mon avis, qui sont universelles. Il y en a une, je crois qu'elle doit être universelle, mais je ne sais pas si c'est possible de le démontrer. C'est que la distance nn plus 1 va être en 1 sur n log n. Et il y a un autre résultat qui est dû à Zahn et à U, et qui dit que la chose suivante, alors peut-être pour l'expliquer, c'est la chose suivante, c'est que j'ai mon mouvement brownien branchant, et l'endroit où se trouve le maximum, c'est 2t moins 3,5 de log t. Maintenant, ils se sont posé la question de est-ce que de temps en temps, quand je vais de l'instant 0 à l'instant t, de temps en temps, il n'y a pas une fluctuation qui va un peu plus loin que ce 3,5 de log t. Et ils disent, aussi loin que j'aille en temps, il va toujours y avoir des fluctuations qui vont être un peu au-delà, qui vont être rares, mais il y en aura tout le temps. Et donc ça, ils l'expriment de la manière suivante. Je vais essayer ils disent que la limite sup, donc ça serait quelque chose qui est universel, la limite quand t tend vers l'infini, enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de x max moins v min t divisé par log de t, c'est égal à moins 1,5 de gamma min. Donc vous voyez que le moins 3,5, c'est ce qui se passe si vous observez les choses à un certain temps, mais si vous voulez vous assurer qu'on est toujours resté, éviter d'avoir eu des fluctuations ici, de temps en temps, il y a des fluctuations qui vont un peu plus loin, qui vont à moins 1,5 de log t. Donc tout ça, c'est des questions universelles. Bon. Par contre, la forme de V de gamma n'est pas universelle, etc. Donc, pour terminer, je vais juste vous dire qu'en fait, ces sujets de mouvement brownien branchant, ils ont beaucoup attiré l'attention ces 10-15 dernières années, et ils sont reliés à deux autres problèmes que je vais mentionner rapidement.
et où il y a vraiment la même problématique. Alors le premier, je pense que Zan va en parler dans un instant, c'est le champ libre gaussien. Donc le champ libre gaussien, c'est le champ libre gaussien à deux dimensions. 2D, champ libre gaussien. Donc vous imaginez que vous avez un carré comme ça, et vous vous intéressez à un champ qui va... Vous pouvez imaginer que ce champ, c'est plutôt une hauteur. Donc ça, c'est un peu une espèce de membrane en train de fluctuer, et vous mettez h égale 0 au bord. À tous les bords, la hauteur vaut 0. Et maintenant, vous supposez que les h à l'intérieur, c'est des variables gaussiennes, et le P de HI, c'est juste exponentielle moins somme sur I voisin de J de HI moins HJ au carré. Bon, vous pouvez mettre une constante ici si ça vous fait plaisir et une normalisation devant, mais c'est essentiellement la différence, c'est des gaussiennes. Donc vous avez, ça va vous décrire une espèce de membrane en train de fluctuer. Si vous voulez aussi, vous pouvez penser à ça comme un mouvement brownien, mais au lieu d'avoir une dimension de temps, il y en aurait deux. Parce que bon, il y a les HI moins HJ, entre une marche aléatoire, ce serait le cas unidimensionnel, donc c'est la généralisation à deux dimensions. Mais le mieux, c'est d'y penser en termes d'une surface qui fluctue. Donc vous laissez fluctuer cette surface, et vous allez avoir une hauteur maximum, une deuxième hauteur, donc vous regardez tous les points, à un instant donné, il y a le point le plus haut, le deuxième point le plus haut, etc., le troisième, etc. Et donc, si vous vous intéressez aux extrémas de ce champ libre gaussien, vous tombez sur un problème qui est très, très, très proche du problème du mouvement brownien branchant et de ses extrémas. Et d'ailleurs, bon, on retrouve quelques grandes figures de ces sujets, comme Zan qui va nous en parler dans un instant, ou bien Zaitouni ou Bramson. Bramson a fait des contributions importantes là-dessus. Donc beaucoup de gens qui ont travaillé sur le mouvement brownien branchant ont montré qu'il y a beaucoup d'analogies avec ce problème. Donc ça, c'est un des problèmes qui est très relié. L'autre problème qui est très relié, c'est, je reprends ce réseau, et je regarde une marche aléatoire sur ce réseau. Donc il y a une marche aléatoire qui passe de 0 et qui va se promener sur ce réseau. Alors, vous pouvez prendre un réseau périodique ou ouvert comme vous voulez. Vous avez une marche, hein, donc elle ne peut pas sortir, disons, prenez un réseau périodique. Et maintenant, cette marche, sur chaque site, il va y avoir un temps TI qui est le temps, le moment où j'atteins la marche va arriver sur ce point pour la première fois. Donc, quand est-ce que... Donc j'ai ma marche, et puis elle va arriver ici au bout de 10 pas de temps, et là au bout de 20 pas de temps. Donc pour chaque site, je regarde quel est le moment où la marche est arrivée pour la première fois à cet endroit-là. Donc si je prends le Tmax, c'est ce qu'on appelle le temps de recouvrement. Ça va être le moment où je suis passé partout, puisque c'est le temps le plus long parmi tous les sites. Bon. Et puis il y a le Tmax, le deuxième temps, le troisième temps, etc. Et donc les gens se sont intéressés à la statistique de ces temps, comment ils sont corrélés, etc. Et là encore, c'est quelque chose qui a énormément à voir avec le problème dont j'ai parlé du mouvement brownien branchant. Et peut-être que, enfin, je ne peux pas anticiper, mais j'ai l'impression que Zan utilise beaucoup le lien entre les deux pour arriver au résultat dont il va nous parler. Donc je m'arrête là, je vous remercie, et je vous encourage beaucoup à venir écouter Zan dans un moment, qui va dire les choses de manière sûrement beaucoup plus savante et précise, enfin précise que moi. J'espère aussi sûrement très compréhensible, parce qu'en général, il donne des exposés extrêmement clairs. Merci.